maintenant sur TPT+. Place Journal. Vous informer est un devoir pour nous, mesdames, messieurs, bienvenue au journal. Dans le cadre de sa semaine des cultures urbaines, qui a été lancée ce 15 et prendra fin le 18 septembre, l'Institut français du Congo de Pointe-Noire a organisé à l'occasion du lancement une conférence de presse à l'intention de la presse locale, avec comme tête d'affiche l'artiste congolais Young Ezwaye. RFI, prix Découverte 2020, Milano Royal et Elojonia ont assisté à cette conférence de presse pour le compte du TPT+. Le jeune artiste, rappeur et chanteur Young Ezwaye a cristallisé l'attention des journalistes de la capitale économique à l'occasion de la conférence de presse organisée par l'Institut français du Congo de Pointe-Noire, relativement à sa semaine dite des cultures urbaines. Du 15 au 18 septembre, l'Institut français vibre au rythme des cultures urbaines afin de mettre en lumière toutes les facettes de cette culture, parfois méconnue du grand public. En tant que tête d'affiche de cette semaine consacrée à la culture urbaine, le gagnant du RFI Prix Découverte 2020, Young Ezwaye, s'est prêté au jeu des questions-réponses avec la presse locale. Un jeu auquel il semble être habitué vu l'énergie et la profondeur de ses propos, empreints de lucidité et d'engagement. À la question de savoir qu'est-ce que le prix RFI Découverte a changé dans votre vie artistique, voici ce qu'a répondu l'artiste. Le prix Découverte, il faut le savoir que ça vient avec... c'est un prix que lorsque vous le remportez, il y a plusieurs avantages. Il y a notamment la bourse de 10 000 € pour remporter, qui m'a servi à améliorer mon studio. Dans mon matériel, il faut travailler dans de meilleures conditions. Et c'est un studio qui d'ailleurs est ouvert aux autres artistes. Donc nous recevons d'autres artistes qui viennent pour y travailler. On ne pense pas qu'à nous, mais on pense aussi aux autres. Comme ça, ils viennent y travailler dans des conditions assez professionnelles pour leur fournir un produit de qualité et leur donner les meilleures des chances. À côté de cela aussi, le prix Découverte m'a donné un certain relationnel. Donc aujourd'hui, j'ai pu rencontrer des gens que je ne voyais qu'à la télé, des gens que j'écoutais étant petit. Tout ça, il faut juste savoir maintenant quoi en faire une fois que vous avez les contacts. Malgré toute la lumière que lui a apporté le prix RFI Découverte, doublé d'un patrimoine relationnel et relatif, l'auteur de Kisalou, Mbokoyo, et tout récemment de Soulard en collaboration avec la légende de la musique congolaise Zao Casimir. Tout le monde m'appelle Soulard, moi je ne suis pas Soulard. Young Ezwaye n'a pas pris la grosse tête. Il a d'ailleurs reconnu, sans prétention aucune, l'effort de ses prédécesseurs qui ont permis à la culture hip-hop en particulier et aux cultures urbaines en général de briller aujourd'hui. Si aujourd'hui Young Ezwaye, il est prix Découverte RFI, c'est qu'il y a eu des artistes avant lui qui ont posé les jalons et qui ont permis que cela soit possible. Il y a eu des artistes qui ont commencé à intéresser les gens à la musique urbaine. Il y a eu des artistes qui ont donné ce goût-là au fait aux médias de parler de la musique avant que Young arrive et remporte ce sacre. Donc c'est un travail de longue haleine, c'est un travail pour lequel je dois remercier tous ceux qui sont passés par ces chemins-là avant moi. Et ça s'est concrétisé aujourd'hui par la victoire du prix Découverte. Non pas par Young mais par toute la culture urbaine, j'ai envie de dire. Fait dans une franchise propre aux rappeurs, Young Ezwaye a exhorté les jeunes artistes et rappeurs à s'instruire de plus belle, tout en faisant vivre leur passion pour la musique, mais surtout de toujours avoir un plan B, entendu, un plan de rechange. Vous avez des parents qui comptent sur vous et c'est totalement logique, sinon c'est vraiment quelque chose que je recommande d'aller et de s'instruire d'abord. La musique c'est une passion pour moi, mais il faut toujours avoir un plan B. C'est pour ça que j'ai fait des études, j'ai étudié les mines, mais en rentrant au pays, malheureusement je n'ai pas trouvé d'emploi dans ce domaine-là. J'ai même trouvé un autre travail, après ça j'ai travaillé dans l'aviation aussi, j'ai été steward,
ça m'a permis de visiter pas mal de pays et de m'enrichir encore culturellement. Je joins toujours deux choses, je ne suis pas entièrement dans la musique et ça c'est vraiment quelque chose que je tiens à soulever pour montrer aux artistes et aux jeunes même qu'il faut se chercher, au fait il faut se débrouiller. D'autres artistes prendront part à cette semaine dite des cultures urbaines de l'Institut français du Congo de Pointe-Noire, parmi lesquels nous pouvons citer le jeune rappeur authentique Kid Flash, le groupe de danse Master Crew, lauréat des semaines urbaines de l'Institut français et notamment Nayanka qui fera la première partie de Yangaise vendredi 17 septembre 2021. Au public hip-hop congolais, friand des cultures urbaines qui s'affirme de plus en plus de rester focus sur celui qui a successivement été lauréat des Beat Street Awards dans la catégorie révélation masculine en 2016, lauréat des Beat Street dans la catégorie mixtape urbaine en 2017 et en 2020, lauréat RFI Prix Découverte, car Yangaise Waye n'a pas encore fini de nous surprendre. Il y a un débat qui alimente les conversations dans bien des nations. Le cas du Congo, notre pays, c'est celui de la comparaison, à plus d'un titre de la vieillesse d'avec la jeunesse. Au point qu'un philosophe congolais dise, je le cite, « La jeunesse n'est pas une qualité, la vieillesse n'est pas un défaut ». C'est l'objet de cet éditorial de notre reporter, Steve Chivongo. Au milieu du commun des mortels, un débat s'est naturellement instauré, et cela dans presque chaque nation. Celui de la comparaison à plusieurs titres de la jeunesse d'avec la vieillesse. Ce qui ressort si souvent dans ce débat, cas du Congo, c'est que pour les vieux, la jeunesse congolaise d'aujourd'hui est dépravée, oisive, n'aime pas les études, adepte du banditisme, manque d'initiative, irresponsable, ne peut pas assumer des hautes fonctions parce que certainement n'ayant pas de bagage intellectuel et professionnel requis. Bref, elle est paresseuse et par le fait même aime la vie facile. C'est là, entre autres, les pierres que la vieillesse lance à la jeunesse. C'est pourquoi certainement, dans les instances de décision, on ne trouve quasiment pas de jeunes gens. Au point qu'on en fasse un argument de campagne. Nommer un jeune à une haute fonction de l'État passe pour une prouesse politique, hélas. Si bien que même les jeunes eux-mêmes trouvent cela spécial. Comme si justement, ils ne le méritaient pas et que c'était par pure faveur. Pour la jeunesse, la vieillesse congolaise n'est pas un modèle. Si bien que le pays est justement en perte des repères. Parce que les pères tous azimuts, non seulement ne veulent pas coacher la jeunesse, mais bien plus sont devenus des promoteurs des anti-valeurs. Et comme l'homme ne peut donner que ce qu'il a, les aînés au Congo semblent ne transmettre que les anti-valeurs, principalement la démagogie, sinon la politique politicienne, l'ingéniosité dans le vol et détournement des deniers publics, la tricherie, la corruption, l'irrespect du bien public et la sorcellerie, la méchanceté, l'égoïsme, car ils meurent pour la plupart avec leur savoir-faire. La relève n'est pas à l'ordre du jour. Sinon, la relève se fait au prix de l'incubation à l'esprit démagogue avec le système de parrainage, où la majorité des nominations semble se faire par parrainage. Bref, on n'en finira pas à citer les mots qui gangrènent la vieillesse congolaise. Pourtant, elle a assumé les hautes fonctions de la République tout jeune autrefois. Voilà qu'elle entend léguer en héritage aux jeunes des mots et non des valeurs. Un héritage, disent les jeunes, empoisonné. Dans ce débat, davantage ces derniers temps, tout se passe comme si la jeunesse est une qualité et la vieillesse un défaut. Dommage. C'est Grégoire Lefoba qui disait, je le cite, « La jeunesse n'est pas une qualité, la vieillesse n'est pas un défaut. » Fin de citation. Car autant la jeunesse a des atouts, surtout parce que, encore valide, dynamique, majoritaire au Congo, plus de 70%. Mais cela justement n'est pas une qualité qui peut garantir le développement, puisqu'on peut être valide, dynamique et même majoritaire, mais être analphabète, oisif, voleur, assassin, tricheur et j'en oublie. A contrario, la vieillesse non plus n'est pas un défaut, puisqu'on peut être vieux, mais être catalyseur, une source d'inspiration pour la jeunesse, un repère, un bosseur. Cet éditorial n'est qu'une approche de réponse à ce débat, l'on dira stérile, comparant la jeunesse à la vieillesse. Que ce débat propre aux oisifs cesse et que jeunesse et vieillesse congolaise comprennent que ce qui compte, ce n'est pas tant l'usure de l'âge ou la fécondité de l'âge, mais ce que cet âge peut faire pour développer son pays. Aux Chinois de renchérir le chat, qu'il soit noir, qu'il soit gris, pourvu qu'il attrape
une souris. Fin de citation. Importé au Congo à partir de la Colombie pour sa 3e édition, le festival du film africain Kipdo a ouvert ses portes hier lundi, avant-hier, je voulais dire, lundi 13 septembre dans la capitale économique, précisément au centre-ville, dans le quartier Chikobo. Le déroulement de cette cérémonie d'ouverture dans ces notes de reportage de Milano Royal. Pointe-Noire, capitale économique du Congo, abrite depuis le 13 septembre 2021 la 3e édition du Kipdo Africa Film Festival. Un festival importé de Colombie en Amérique latine par des afro-descendants en vue de mettre en lumière la culture africaine au travers des films Made in Africa. Wilfried Massomba, directeur général du Kipdo Africa Festival, en guise de mot de circonstance, a rappelé l'épopée du cinéma congolais et du monde tout en regrettant la fermeture des salles de cinéma. Durant la période coloniale, l'Afrique a été largement représentée par des cinéastes occidentaux. Dans les premières décennies du XXe siècle, les cinéastes occidentaux ont réalisé des films qui dépeignaient les Africains noirs comme exotisés, travailleurs soumis ou comme sauvages ou cannibales. Après les indépendances, les années 70, ont apporté un vent de fraîcheur. Avec la création du festival du film africain, le FESPACO, au Burkina Faso en 1969, le cinéma africain se crée son propre forum. La décennie 80-90 a vu le cinéma nigérian connaître une croissance sans discontinuer. Avec l'accessibilité des caméras vidéo domestiques, Nollywood commence à se faire sa place dans le réseau des productions anglophones. Le cinéma ABC, le Rex, le Star, Roy, le Club 7 à Pointe-Noire ou encore la Pagode. Le dernier théâtre de la ville, Océane, ébranlé par les coups de butoir des bulldozers il n'y a pas si longtemps encore. Un hommage a été solennellement rendu à Sébastien Kamba, le premier cinéaste congolais, par Descalzi Ngoba, marraine de l'événement. Monsieur Sébastien Kamba est le premier cinéaste congolais et parmi ses œuvres, il y a Le peuple du Congo, Léon vaincra, Kakayo, Mwanakeba, La rançon d'une alliance ou encore Le corps et l'esprit, pour ne citer que cela. Nous honorons donc ici ce soir les 57 ans de carrière derrière la caméra de monsieur Sébastien Kamba. Encore bravo pour lui, parce que je pense que c'est le seul cinéaste. Puis a suivi la projection d'un court-métrage du cinéaste sénégalais Sely Rabikan, intitulé Tanger. Et intervenue la clôture de cette cérémonie d'ouverture par la talentueuse slameuse congolaise Maruiski. J'ai vu du haut de la Méditerranée la cupidité ensorcelée. Durant 3 jours, les Ponténégrins et les férus de cinéma pourront sur plusieurs sites, à savoir le musée du Cercle africain, le centre culturel Tati Loutar et la villa 396 du bloc 23 au quartier Chikobo, se délecter des films et documentaires africains. Nombreux sont ceux qui apprécient tout ce qui se passe sous d'autres cieux, la culture, la politique, l'économie et autres. Mais quand il s'agit du Congo, la réticence se fait tout de suite ressentir. Qu'en est-il donc de la notion de patriotisme chez les Congolais? Élément de réponse dans ce reportage de Milano Royal. Selon le dictionnaire, le patriotisme est l'attachement sentimental à sa patrie, se manifestant par la volonté de défendre ou de promouvoir sa patrie. Il pourrait aussi être défini comme un sentiment partagé d'appartenance à un même pays, la patrie. Sentiment qui en renforce l'unité sur la base des valeurs communes. Il conduit à ressentir de l'amour et de la fierté pour sa patrie. Le patriote est prêt à se dévouer ou à se battre pour sa patrie afin d'en défendre les intérêts. Pour le soldat, le patriotisme est un sens moral qui le pousse à combattre pour défendre son pays plutôt que de céder aux attaques de l'ennemi, au point d'en mourir. L'on pourrait aussi aller plus loin en parlant de patriotisme économique, qui est un comportement des consommateurs, des entreprises et des pouvoirs publics qui, dans un contexte de mondialisation de l'économie, cherchent à favoriser les biens et services produits dans leur pays. Il est fondé sur le concept de la légitime défense économique. Le consommer d'abord congolais. Au regard de tout ce qui précède, qu'en est-il de la notion de patriotisme chez les Congolais ?
Le patriotisme, c'est d'abord aimer son pays. C'est d'abord ça, parce que lorsque vous aimez votre pays, à ce moment-là, vous êtes patriote. Vous compatissez ou bien vous contribuez à l'évolution du pays. Vous contribuez à tout ce qui concourt pour le bien-être du pays. C'est ce que moi j'entends par patriotisme. C'est d'abord le sens d'aimer un pays, aime tout ce qui y concourt dans le pays. Un patriote, c'est celui qui va, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui doit vraiment aimer son pays. C'est ça qu'on appelle des patriotes. Bon, selon moi, être un patriote, il ne faut pas s'attendre à ce que le pays fasse pour toi, mais ce que toi tu peux faire pour ton pays. De rien. Super. Au-delà de cette définition toute faite, certaines voix dissonantes s'élèvent pour pointer du doigt les politiques qui auraient mis par terre le pays, justement par manque de patriotisme. Vous savez, le mot là, il pèse. Hein. Il pèse. S'il était appliqué correctement, le peuple ne s'emmerderait pas. Le peuple ne souffrirait pas. Il pèse ce mot-là. Ce mot-là pèse. Ça, je vous le dis. Hein? C'est resté sur les lèvres des gens, c'est vrai. Mais c'est un vice. Le slogan hier, c'est tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Mais or, aujourd'hui, c'est rien pour le peuple, tout pour les politiciens. Qu'est-ce que le peuple tire comme profit du potentiel de ce pays-là? Ce sont ces politiciens-là qui sont lait au miel. Regardez les gens. Vivoter. L'amour de son pays, mieux de sa patrie, émane aussi de la culture et de l'éducation des citoyens. Promouvoir le patriotisme, c'est donc aussi briller par l'exemplarité, du haut sommet de la sphère politique jusqu'aux citoyens lambda. Il nous faut atteindre la conscience patriotique, sinon... Poursuivons ce journal. La politique, cet art de gouverner ou de bien gérer la cité, voit sa pratique être détournée et sa compréhension controversée aux soins des sociétés humaines. D'aucuns disent que la politique, c'est l'art de mentir. D'autres disent que c'est diabolique, notamment les chrétiens. Le machiavélisme et la perversion de la politique est la thématique de cette réflexion de Tive Chivongo. Le machiavélisme est un système politique élaboré par Nicolas Machiavel, un publiciste florentin du XVIe siècle, qui fit la théorie des procédés de violence et de tyrannie, exploités depuis lors à travers le monde par des politiciens avides de vocation politique. Bizarrement, surtout en Afrique, nombre de nos politiques préfèrent machiavéliser la gouvernance de la cité que de pratiquer la politique, cet art de la gouvernance, dans sa nature intrinsèque, une politique saine qui consiste au bien-être du peuple. C'est le machiavélisme qui a tiré vers le bas la pratique politique, intégrant des actions étrangères à la politique, du genre mauvaise foi, diviser pour régner, déloyauté, abus de confiance, tyrannie, violence et autres digressions politiciennes. Nicolas Machiavel a perverti au cours des âges, depuis le XVIe siècle, la politique, en se multipliant en ceux qui ont adhéré à ses principes, appelés à juste titre les machiavélistes. Ce système politique est à l'origine des deals, comme la France-Afrique, dont l'objectif serait entre autres de terroriser les chefs d'État du continent, sinon en faire des marionnettes à l'effet d'exploiter nos nombreuses richesses naturelles à leur profit. C'est pourquoi, lorsqu'un chef d'État africain, surtout ceux de l'Afrique verte, pour paraphraser le président de la République, Denis Sassou Nguesso, veut se ranger du côté de son peuple en boudant certains contrats, certaines perversions, certains faux rôles proposés par la France, il devient ipso facto la cible des autorités françaises, du moins ceux de l'Afrique francophone. De sorte que si on ne l'enlève pas au pouvoir, donc programmé pour être zigouillé, c'est une vérité de la palisse. À dire vrai, soutenons parfois les combats que mènent nos chefs d'État contre des tyrans qui ont changé simplement la forme de l'activité coloniale et se targuant le luxe d'être des modèles de la démocratie, hélas. Voulons que l'Afrique en général et l'Afrique verte en particulier demeurent leur jardin d'Éden, où ils rentrent non pas pour récolter, mais pour cueillir à satiété notre inestimable richesse naturelle. Au point que le propriétaire du jardin demeure pauvre et affamé, mais le partenaire, semble-t-il, au développement du jardin, lui, demeure riche et développé. Eux venaient en Afrique sans façon, mais les Africains arrivent chez eux au prix de la mort. Et
Tout ceci est l'œuvre tyrannique du machiavélisme. L'heure est à l'éveil des consciences africaines en vue du changement de paradigme. Et nos chefs d'État sont interpellés au premier chef. Les Africains seront derrière vous pour que soit léguée aux générations africaines futures une Afrique totalement affranchie du machiavélisme, des machiavélistes et des bénis oui-oui. Page internationale à présent. Après avoir quitté l'Angola pour l'Espagne en 2019, l'ancien chef d'État controversé a atterri à Luanda, la capitale, hier mardi. Plus d'informations dans ce reportage d'Africa News. José Eduardo dos Santos, ex-président de l'Angola, est de retour dans le pays. Après avoir quitté l'Angola pour l'Espagne en 2019, l'ancien chef d'État controversé a atterri à Luanda, la capitale, ce mardi. Il y a 3 ans, José Eduardo dos Santos remettait les clés du pouvoir à son successeur, João Lourenço, après 38 ans de présidence. Le président Lourenço, qui a fait de l'éradication de la corruption son cheval de bataille, a lancé une campagne de lutte contre ce fléau, contre l'ancien régime. Il a depuis ciblé la famille dos Santos dans une enquête anticorruption. À 79 ans, José Eduardo dos Santos est en effet accusé d'avoir nommé des membres de sa famille et des amis à des postes haut placés. Des milliards de dollars auraient été détournés d'entreprises publiques, selon ses détracteurs. L'ex-président dos Santos bénéficie de l'immunité présidentielle jusqu'en 2022, soit 5 ans après la fin de son mandat. Menace d'inculpation contre limogeage. L'enquête sur l'assassinat en juillet du président haïtien Jovenel Moïse a de nouveau tourné à la confusion mardi 14 septembre, exposant au grand jour les luttes à la tête du pays le plus grave des Amériques. France 24 pour ce reportage. L'enquête sur l'assassinat en juillet du président haïtien a de nouveau tourné à la confusion mardi. Le chef du parquet de Port-au-Prince a demandé dans la matinée au juge enquêtant sur le meurtre du président Jovenel Moïse d'inculper le Premier ministre Ariel Henry en raison d'appels téléphoniques qu'il aurait eus avec l'un des principaux suspects dans l'affaire. Une inculpation qu'il exige alors assortie d'une interdiction de quitter le territoire haïtien en raison de la gravité des faits exposés. Présomption grave d'assassinat sur le président de la République. Quelques heures plus tard, coup de théâtre, le Premier ministre annonce limoger le procureur Bedford Claude pour faute administrative grave. Cela faisait plusieurs jours que le procureur était aux trousses d'Ariel Henry et rapidement certains spécialistes du droit ont vu dans la démarche du procureur une entrave à l'indépendance de cette institution, une manipulation menée dans les cercles du gouvernement. Certains politiques avaient en effet appelé ces derniers jours à la démission du Premier ministre. Ce nouveau rebondissement confus s'ajoute à l'immense chaos qui règne dans l'enquête sur l'assassinat le 7 juillet de Jovenel Moïse par un commando armé. 44 personnes, dont 18 Colombiens et 2 Américains d'origine haïtienne, ont déjà été arrêtés dans le cadre de l'enquête sur ce meurtre, commis à son domicile, sans qu'aucun policier de sa sécurité rapprochée ne soit blessé, alors que sa femme l'a été. En Californie, les électeurs ont dit non à la révocation de leur gouverneur démocrate. Les républicains n'ont pas réussi à s'installer dans le fauteuil du patron de l'État le plus riche des États-Unis. Reportage Euronews. Une victoire pour tout le camp démocrate aux États-Unis et un soulagement pour le gouverneur de la Californie. Il ne sera pas mis dehors. 2 tiers des électeurs ont dit non à son renvoi. Un référendum était organisé sur sa révocation en Californie. Ses détracteurs lui reprochaient ses mesures strictes contre le Covid. Le non n'est pas la seule chose qui a été exprimée ce soir. Je veux me concentrer sur ce à quoi nous avons dit oui. Nous avons dit oui à la science. Nous avons dit oui au vaccin. Nous avons dit oui à la fin de cette pandémie. Nous avons dit oui au droit des gens à voter sans craindre la fraude. Nous avons dit oui au droit constitutionnel fondamental des femmes à décider elles-mêmes de ce qu'elles font de leur corps, de leur destin et de leur avenir. Nous avons dit oui à la diversité, nous avons dit oui à l'inclusion. Si Gavin Newsom avait été destitué, ce républicain, l'ultra-conservateur Larry Elder, se voyait bien dans le fauteuil de gouverneur. Il y a 18 ans, lors d'un référendum semblable, Arnold Schwarzenegger avait fait chuter le gouverneur démocrate de l'époque.
Le coût de ce référendum est estimé à près de 280 millions de dollars par les autorités. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.